bonsoir. Il faut d'abord que je vous explique un petit peu le protocole dans lequel on a décidé de faire cette lecture. Bon, des conférences ou des à-propos sur Michel, j'en ai fait beaucoup. Comme disait Caroline, bien souvent en direct, face à face dans les yeux. Et je ne suis pas un universitaire, donc j'ai pas voulu, si vous voulez, préparer un topo dans l'ordre qui soit chronologique, thématique. J'ai pas voulu, si vous voulez, m'empêcher de réagir. Donc, puisque Vincent Labaume, qui est d'abord mon ami, est plutôt un très bon spécialiste de Michel. Je dirais sans doute, dans le flux de la conversation, je dirais plutôt Michel que Journiac. Tout simplement parce que je ne l'ai jamais appelé par son nom de famille. Dans la relation qu'on avait, on ne s'appelait évidemment pas par nos noms de famille. Ce qui d'ailleurs suppose une relation à l'œuvre différente. Les artistes ne sont pas des noms. Un prénom, c'est bien souvent mieux. Et donc Vincent a préparé pour nous un ensemble de, je crois, 24, c'est ça ? 24 documents, enfin un ensemble de documents. 35. On a 1h30. 35 documents, 1h30, ça nous fait à peu près 3 minutes par document. Documents que je ne connais pas. Donc je vais les découvrir en même temps que vous. Donc je ne sais pas à l'heure présente, là à la seconde même, de quoi on va parler. Voilà. Et ça m'a semblé être une conférence blind test. Oui, voilà. Pour ceux qui se souviennent de l'émission de Thierry Ardisson, je vais jouer donc le rôle de Philippe Corti, qui arrivait en fin d'émission et qui proposait un blind test aux invités avec des intros de chansons qu'ils étaient censés reconnaître l'interprète en tout cas. Donc voilà, c'est un peu une première, je n'ai jamais fait ça, je pense Jean-Luc non plus. Donc je trouve que c'est assez étonnant de préparer une sorte de conférence pour ne pas la dire, pour qu'elle soit dite par quelqu'un d'autre dont on ne sait pas ce qu'il va dire réellement, et inversement, c'est-à-dire de laisser le travail de préparation d'une conférence et de se faire le boulot en direct sans autre préparation. Voilà. Si ce n'est une longue amitié, parce que je pense que quand même Michel était quelqu'un de la relation d'abord, et donc voilà. Il y a une préparation, mais comme disait Caroline, c'est toujours un artiste qui part sur un artiste. Donc il m'est arrivé l'effet inverse. C'est-à-dire que d'autres artistes parlent sur mon travail dans des conférences un peu de la nature de ce qu'on est en train de faire maintenant, et je peux vous assurer que du point de vue de celui dont on parle, l'écart est tel par rapport à l'œuvre, la mienne, je veux dire, dite par Akram ou par Gabriel Khoury. Donc je sais que je ne vais pas réellement vous parler de Michel Journiac. Voilà, parce que le réellement, dans le cas présent, suppose une action, un corps qui n'est plus. On envoie ? You're the maestro. Si j'appuie sur le bouton. Donc c'est Michel. Voilà. Je pense que cette image doit être une image d'une performance autour, sans doute, d'un décès. C'est pas le moment où il a fait cette boîte noire avec un rituel d'enterrement. Il me semble bien. C'est le même moment, mais c'est pas le même rituel. Alors je passe. Si ce n'est que bon, il y a quand même quelque chose d'intéressant. Sa tenue, son habillement et le gonflement entre les cuisses, c'est quand même. Il n'y a même pas besoin de le commenter. Sévèrement burné. Voilà. Poutré. Mais en même temps, le blind test dont tu parlais, il parle pour nous. Hein. C'est la première des 12 images d'un rituel qui s'appelle rituel d'identité aléatoire,
Voilà. Je trouvais que c'était bien de lancer le blind test par cette image, parce que justement, elle nous met dans un état justement de non-voyance, d'incertitude et d'aléa. Totalement. D'identité aléatoire. Ça tombe bien parce que... Et c'est de 1976. Donc, effectivement, la même année que Rituel pour un mort, qui a été fait pour les éditions de La Différence en 1976. Ces temps-ci, parce qu'à l'époque on n'en parlait pas beaucoup, où tout le monde parle d'identité comme s'il pouvait y avoir des identités en soi, ce qui pour moi est conceptuellement inaudible, c'est intéressant d'y accoler l'aléatoire, puisque voilà, ça, en tous les cas ça débride l'hypothèse d'une identité en soi. Voilà. Next. Et il faut que j'appuie 2 fois. Madame, s'il vous plaît. Madame. Donc, piège pour une exécution capitale, je pense que c'est le titre exact. La date, je ne sais pas bien. 1970. Bon, dire 2 mots quand même, Michel est quelqu'un qui est tenté un art objectif, qui était proche des gens qui ont inventé l'art sociologique, donc Fischer, tout ça. Travailler, s'intéresser, je dirais, s'intéresser à la fabrication des corps, mais non pas au corps comme une donnée qui serait censée exister et qu'on serait censé partager. On partage sans doute un corps collectif, mais certainement pas des corps individuels. Et donc, s'intéressant à ça, il a pris de manière presque alphabétique, d'une certaine manière, un certain nombre de rituels collectifs qu'il a objectivé d'une certaine manière, et l'objet là est clairement pas une vraie. Par contre, le modèle, ça, il m'a bien précisé que le modèle est juste. Ça n'a pas été facile, mais c'est une vraie guillotine française qui a été reproduite, laquée blanc, comme beaucoup de choses pour garder une distance. Alors, c'est pas dans cette exposition-là, je ne sais pas ce que c'est que cette exposition, mais je sais que... C'est l'exposition organisée par François Piron et Guillaume Desanges à la Maison Rouge qui s'appelait L'Esprit français en 2017. Donc récente. Dans lequel on a remontré, pour la première fois d'ailleurs depuis sa création, la guillotine. Et donc je me souviens que, je ne l'ai pas vu personnellement, mais il m'avait décrit, Michel, que cette pièce avait été installée rue de la Roquette, près de l'ancienne prison des femmes. Rue de la Roquette, je pense que si vous faites un tour là-bas, il y a encore au milieu de la rue 4 pavés blancs, qui étaient l'emplacement de l'échafaud ancien, enfin de la Révolution, je pense en fait. Et donc il avait présenté cet objet laqué blanc dans l'espace public et proposé l'expérience de la coupe de la viande. C'est-à-dire qu'il y avait des gros baquets de viande et les gens pouvaient prendre un morceau de bidoche, faire tomber la guillotine et dire « Ah, oui, ça coupe ». Mais le simple fait de se saisir de la viande, viande sociale donc, était... bon,
je sais que Libé avait fait sa une avec la guillotine, puisqu'en fait on est peu de temps ou avant ou après une exécution capitale, effectivement l'une des dernières en France, et Libération avait titré Dans l'indifférence générale et avait reproduit une image de la guillotine de Journiac avec ces 12 étapes. Qui sont autant de stances et de scansions dans la marche vers la décapitation. Elle a été montrée la première fois à l'American Center à Paris, et non pas dans un espace français, d'art français. Ah, c'est le français qui t'ennuie ? Non, mais tu as dit une guillotine française. En fait, la guillotine est 100% française. Oui. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Il n'y a pas de guillotine thaïlandaise, ou, je ne sais pas. Dommage. Hein. C'est un crâne, manifestement. C'est un crâne doré. Donc on a vu le laqué blanc, nous voilà avec le doré. Alors ça, il faut peut-être dire 2 mots du contrat pour un corps, où Michel proposait au public trois possibilités en fait pour léguer son corps à l'art, ou à la... Oui, pour léguer son corps à Journiac lui-même. Et donc le léguer à Journiac pour qu'il le transforme. De le transformer en œuvre pour le d'art, transformer. exactement. Et il y avait plusieurs paris possibles. C'est-à-dire que celui qui se proposait donc de vendre son corps à Michel pouvait parier soit sur plusieurs étalons. Il pouvait parier sur la valeur, et auquel cas son squelette était laqué or. Il pouvait parier sur le fait sociologique, et auquel cas son squelette était laqué blanc, ou sur le... Sur le fait plastique. Sur le fait plastique. Il était laqué blanc. Sur le fait sociologique, il était recouvert de ses vêtements vinylisés. Ah, voilà. Et sur les vêtements. le fait anthropologique, le squelette était et la valeur. Doré. La valeur. Et la valeur. Ça, je me souviens bien de la question de la valeur, parce qu'il avait en plus un mal fou. Imagine, il était pratiquement pas soutenu, donc réaliser des pièces comme ça était un petit peu en dehors de ses revenus de professeur de l'université. Et qu'il a accumulé des dettes absolument hallucinantes pour pouvoir faire ce qu'il avait à faire, quoi, faire son art. Et c'est une chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, puisqu'il est interdit d'utiliser des ossements humains, alors qu'à l'époque, effectivement, ça n'était pas interdit. Et donc, il a eu recours pour le contrat pour un corps, donc en 73 à la galerie Stadler à Paris, présenter ce contrat, où la clause était simple, il suffisait de léguer son corps à Michel Journiac et de mourir, tout simplement. Par ailleurs, je connais ce mec qui est là à l'image. Alors, il faut dire que c'est le squelette donc doré, donc du 3e contrat, qui a été présenté à l'exposition à Béthune en 2018, à l'occasion d'une exposition organisée. Ça y est, j'ai un trou, c'est moi qui bafouille à ce moment-là, autour de Bataille par Léa Bismuth. Voilà. Ok. C'est assez beau cette prise de vue avec le zigzag de la... Bon, alors, effectivement, je suis censé parler aussi de mon boulot. Mais, bon, je vais pas vous dire que moi aussi j'ai utilisé des crânes, c'est presque une évidence. Mais j'adore ce zigzag, quoi. Pas seulement l'occiput a un problème anatomique dans le cas. Je sais qu'il utilisait les squelettes qui étaient vendus rue de l'école de médecine, mais pas seulement. Il avait aussi une source, je crois en Thaïlande. Alors ça me paraît hallucinant, d'un peuple qui n'enterre pas ses morts. Qui les enterre pas. Donc une fois que c'est mort, c'est terminé. Il n'y a pas de rituel. Et qui donc vendent leur mère, leur père, leur grand-père. Voilà. C'est une source humaine. Donc le masque de Michel. En fait, ça, c'est ce par quoi on se rencontre. Enfin, je ne sais pas si ceux-là sont de 72, mais c'est à ce moment-là qu'on se rencontre. L'année d'après. C'est l'année d'après, ouais.
73. Mais où est-ce que c'est ça? C'est cette grille là-bas au fond. Bon. Et il avait fait comme ça des masques blancs, thermoformés. Moi, j'étais son étudiant à ce moment-là, pas encore à la fac, il enseignait aussi à l'école des Beaux-Arts de Versailles. Et en fait, il avait proposé ces masques pour qu'on fasse un travail plastique. Et c'était quand même assez étonnant que le prof se donne lui-même aux étudiants. Comme geste. Alors évidemment, du coup, il a été maquillé, rempli de béton. Enfin, chaque étudiant était intervenu dessus. Et bon, je me souviens, à 17 ans, on percutait pas vraiment. Mais quand je vois aujourd'hui, j'imagine un prof à l'université en train de faire un masque de lui-même et le distribuer aux étudiants pour dire faites ce que vous voudrez. Alors ce masque en fait s'appelle empreinte portable en travesti de vie et il était loisible de s'en revêtir à l'exposition Contrat de prostitution, encore à la galerie Stadler en 1973, et de visiter donc l'exposition recouvert du masque de l'artiste. Et l'exposition qui montrait aussi des empreintes de lui-même en voyou, en femme, en journiaque, en mort, en cadavre. En cadavre. Mais le masque était transparent, si j'ai bonne mémoire, sur le cadavre. Oui, exactement. Oui, avec l'os visible en dessous. Ouais, c'est ça. Et il avait fait aussi une empreinte qu'il avait intitulée « Empreinte en forme de mort anticipée ». Voilà, qui était visible dans ce contrat de prostitution. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en tous les cas, ça permet d'écarter tout de suite du travail de Michel l'idée que ça soit un photographe de travesti, par exemple. Le travesti de vie, c'est le masque. On est tous des travestis. Il n'y avait même pas à se poser la question si avec des bas ou sans bas, avec maquillage ou sans maquillage. Mais en tous les cas, la vie est un travesti et c'est aussi une technique. Ça, c'est moi qui le rajoute. La vie est une technique et un travesti constant socialement. Et alors l'image de gauche, juste pour dire, c'était lors de l'exposition que nous avions organisée avec Damien Saussé au Transpalette de Bourges en 2017. C'est lui, oui. Il en reste tous ces masques, parce que je me souviens d'une pile où ils étaient tous les uns dans les autres dans son atelier. Ils étaient plus ou moins fondus. Ils vieillissent mal. Oui, sans doute, c'est du plastique. Surtout quand ils ont été portés. Et du coup, c'était assez étrange, cette pile instable de masques les uns dans les autres. On a une pièce de David Ammons là-haut, qui sont des masques les uns dans les autres, et qui, au bout du compte, produisent un... Bon, mais c'est pas une pièce, c'était une situation d'atelier. Voilà. Tout est dit, hein. Référendum Journiac, 27 avril 70, Galerie Daniel Templon. Effectivement, Michel, dans les différents rituels collectifs, dans les différents rituels, ils sont nécessairement collectifs, pardon. Donc, dans la constitution de cette pensée autour d'un corps collectif ou des corps collectifs, organise après l'échafaud ou avant, je sais plus bien, un référendum sur son nom. Il n'y avait évidemment rien à gagner et il me semble qu'on a vu les résultats, si j'ai bonne mémoire, de ce référendum, parce que ça a donc été, il y avait les urnes, il y avait les affiches, ça a été dans la rue, hein. Et vous remarquerez, pour les amateurs de photographie, qu'en fait c'est un photomaton, hein. C'est pas c'est-à-dire que la question de l'identité est très rapidement justement transférée au photomaton photographique. Et les résultats étaient extraordinaires. C'était oui à 99%, et il y avait un non. Et cet unique non ne peut que lui être attribué. Ce qui me permet de rappeler qu'il n'y a pas de création sans d'abord non. Non. Si on dit oui, on est parti dans ce qui existe déjà. Si vous dites non d'abord, éventuellement, on peut déboucher sur quelque chose de neuf. Tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Donc je vote.
Et je peux vous dire un truc qui est quand même assez exemplaire, c'est que je vote là, alors que j'ai toujours refusé de voter, officiellement. Je considère que le fait de donner sa voix pour qu'on vous la rende pas, est un peu problématique. Voilà. J'aurais pu me raser ce jour-là. Bon. Alors c'est à l'occasion de la reprise du référendum Journiac. Nous avions donc organisé cette exposition en transpalette avec Damien Sausset, dont on voit les mains d'assesseur, et refait des affiches en changeant simplement la date, puisque ça tombait le 27 avril 2017. Et donc nous avions convié la population de Bourges et des environs à venir eux-mêmes participer à ce référendum. Et c'est l'urne d'origine. Hein. Reenacted. Manifestement, elle est d'époque, hein, comme on dit. C'est l'urne d'époque qui a été construite par Journiac. Même s'ils se foutaient complètement de la question de l'originalité. Totalement. Puisque de toute façon, ils travaillaient dans un champ objectif. Il s'agissait de poser des jalons, d'une certaine manière. Et on l'a vu pour la photographie, il a toujours actualisé ses tirages et ses photographies en fonction, dans le fond, de la rhétorique dominante du moment. Par exemple, les 24 heures qui sont exposées ici, là-haut, j'en connais au moins, je crois que celle-là, c'est la 4e ou 5e version que je vois. Celle-ci, je ne la connaissais pas, il faudra qu'on me dise exactement d'où elle vient. Mais la première version était sur Formica. C'était des tableaux épais, ils avaient bien 5 cm d'épaisseur, Formica noir, photographie collée, et le mot. En relief, un lettrage en relief. En lettre A7 relief, un peu Pierre Tombal dans le fond aussi. Il y avait une série noire qui était les réalités, une série blanche qui était les fantasmes, et dans la 3e salle, on avait quelques fétiches. Des marquages. Oui, et puis des fétiches, des vertèbres peintes en blanc, avec un petit fil bleu, blanc, rouge autour, et puis un seau. Voilà. Mais donc pour dire que la question de cette urne pourrait parfaitement être reconstruite, et être tout aussi valide. Alors oui, elle a une histoire tout à fait étonnante parce que Michel pensait l'avoir perdue. En fait, elle a été acquise par le galeriste Jousse qui a bien voulu la prêter pour cette exposition. Et il se trouve qu'il avait été cambriolé et cette urne a été fracturée lors du cambriolage. Et effectivement, on a ri avec lui en se représentant des cambrioleurs un peu surpris de déballer une urne qui avait un petit cadenas et de trouver Journiac oui. C'est-à-dire, effectivement, je pense que le cambriolage de l'urne est vraiment assez étonnant. Donc, ce qui explique aussi le côté abîmé de l'urne. Donc, qui n'a pas été une petite restauré. anecdote comme ça. Michel avait demandé à Marc Gilbert, un autre copain qui malheureusement lui aussi est décédé, et lui avait demandé de lui donner un coup de main pour transporter un squelette. Parce qu'évidemment, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui pour faire les choses, donc il fallait trouver un copain qui faisait le transport. Et ils font le transport, et ils ont un accident. Et une amende. Et donc, le squelette avait un bout qui traînait par terre. Évidemment, Michel paye l'amende, récupère l'amende, et l'accroche à une vertèbre, et l'offre à Marc. Donc voilà, les choses se passent comme ça. C'est-à-dire que tu parlais de travesti de vie, là on est tout simplement dans un accident de bagnole et ça le fait quand même. Alors, à l'époque, on n'aurait pas parlé de genre, mais aujourd'hui, effectivement, c'est le mot qui va venir. C'est une pièce, je ne sais pas de quand elle date, mais elle est magique. C'est Piège pour un voyeur, non ? C'est un Piège pour un voyeur, l'exposition, et ça s'appelle Les Substituts. Les Substituts. Et donc, il avait photographié, ou fait photographier plutôt, parce que lui, il maniait pratiquement rien sur le plan technique. Hein. Je l'ai vu peindre une fois, c'est extraordinaire. Hein. Il peignait le pinceau vertical, les poils en bas, et ça. Il peignait comme ça. Et il ne pouvait pas faire ce geste sans qu'il y ait du monde autour. Peindre, c'est tellement con, quoi. Peindre, ça pouvait pas être si
cherchait, quoi. C'est-à-dire comment se fabriquer un corps. Et donc, voilà, la proposition est claire. Je ne sais pas qui est derrière, qui met sa tête, mais donc la possibilité de se substituer était là. Tu ne reconnais pas? Mais alors, il faudrait que je le voie de plus près. Qui c'est? C'est Jacques Miege et moi-même. Ah putain de merde, oui. Lors de la restauration de ces substituts que Michel pensait avoir aussi perdu, avoir été détruite dans un incendie qui a détruit une réserve. Oui. Et en fait, elle a été retrouvée et reconstituée. Elle est en parfait état maintenant. Elle est vraiment magnifique. Et c'est une photo prise par Christophe Gaillard lui-même, qui est donc le galeriste actuel de l'Estate Journiac. Et dans sa galerie, au moment de la restauration, et nous étions avec Jacques Miege. Donc la tentation, évidemment, était grande de refaire ce qui était un panneau forain dans l'esprit de Journiac, puisque ce panneau était installé dans la galerie Martin Malburet avec un appareil Polaroid qui prenait évidemment les gens qui glissaient leur tête dans l'ovale. Il me semble qu'à l'époque, les personnes, les substituts, n'ont jamais été montrés. C'est-à-dire que les gens se mettaient dedans, emmenaient le Polaroid. Ils emmenaient le Polaroid. En fait, les premières reproductions, donc des documents comme ça, sont dans le fond bien postérieures. Oui, il y en a eu quelques-unes dans Artitude, très tôt, en fait, dès les années 74, 75, diffusées. En tous les cas, la dimension foraine, à nouveau, comme on disait, hein, c'est-à-dire que c'est des pratiques populaires, voire rituelles, hein, parce que effectivement, bon, mais c'est marrant, on dirait que tu as une casquette. Tu vois, on dirait que tu as une casquette de... C'est l'ombre. Non, c'est le dessus du trou. C'est le dessus du trou. C'est l'ombre, enfin la lumière de la galerie qui produit cet effet d'auréole. Ou de casquette militaire. Bon. Alors, le corps féminin est celui de Catherine Millet. Ah, pour les amateurs. Et celui du mec? C'était un modèle de nu masculin dont nous n'avons pas retrouvé la trace. Mmh. Tiens, la messe. Oh putain, il y a même Thierry. Eh oui, donc c'est la première messe et Georg Stossel derrière. Alors Georg, lui, c'est celui qui est dans le coin, complètement là-bas, c'était aussi un bon copain. Lui, il s'est fait rapatrier par son père psychiatre, foutu en maison de santé, il n'en est pas ressorti avant 20 ans. Et je le dis parce que c'était d'abord un bon copain et un type brillant. Mais malheureusement, avec un père qui n'était pas réellement cool. Tu ne reconnais pas la personne qui est juste... l'enfant de cœur. Sûr que si, je reconnais Thierry et ma pomme en fait. Ta pomme. Oui. Ma pomme là-bas. Donc on est en 1975. On est en 75. C'est la reconstitution de la messe pour être filmée, puisque la première de 1969 chez Daniel Templon n'a pas été filmée. Et tu fais l'enfant de cœur avec Thierry Guichard, qui était mon ami d'époque. Et on voit donc Michel Journiac, donc avec... François Pluchart, qui au était moment de la communion, son premier soutien technique, théorique, qui était l'éditeur, grand critique d'art français, et qui était l'éditeur de Artitude, éditeur d'Artitude international. Et donc effectivement, il faut dire, la messe, je suppose que vous en avez tous entendu parler. En fait, c'est une messe même si on oublie, Michel avait été séminariste quand même. Hein. Bon. Une grande partie de sa réflexion vient effectivement de cet enseignement. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas une formation d'artiste, il a une formation de séminariste et de vivant. Et là, on est le lendemain d'une cuite. On avait bu du vin de messe pendant toute la nuit. Quand on est arrivé à la galerie, je vous raconte pas la messe elle-même parce que vous la connaissez tous. On était cuits. C'est pas sûr. Tu peux peut-être rappeler quand même ce qui fait le sel de cette messe. Le sel, qui paraît être simplement une messe, puisque séminariste, ma foi, il apprend ça. Michel, dans les nombreux rituels donc examinés, un des tout premiers, je pense que la première version est de 69, celle-là de 75, donne en fait en communion
au public qui l'accepte, des hosties faits avec son propre sang, en boudin. C'est des rondelles de boudin fabriquées avec son propre sang. Il y avait d'ailleurs dans l'exposition la recette, sortie directement du Ginette Mathieu. Et il y avait la recette de boudin donc qui a été faite avec du vin très largement vicié, je pense, parce que vu ce qu'on avait dans le sang, putain, Vous n'avez rien senti. ça a dû saouler le public. Et donc voilà. Mais ce moment de la messe, qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais plus bien. Je pense quel moment de la messe c'est le commencement avant. de la communion, et il va lui donner la communion. Il va lui donner, oui, l'hostie consacrée. Et alors, quelqu'un a dit, je crois que, je ne sais pas si c'est Pluchart qui l'a dit, ou Pierre Estany, qui était aussi présent, quand on lui a demandé ce que ça lui avait fait de manger du boudin à sang humain, donc une forme évidemment de rituel cannibaliste, cannibale, il a dit simplement c'était un peu trop salé. Les talents culinaires peut-être de Journiac n'étaient pas au niveau de ses talents c'est son infirmière qui a fait la préparation. D'artiste et de séminariste. Mais de fait, je confirme ça. Bon, moi j'habite maintenant à Mortagne, c'est le pays du boudin. On fait les plus beaux boudins de France. Je peux vous garantir que c'est pas très loin de ce qu'on a mangé. Hein. Et là, on a l'impression sur le cliché qui est un cliché d'André Morin, qui était le grand photographe des expositions et des installations, des performances de Journiac et de tout le milieu de l'art français à l'époque, que tu essaies de déchiffrer le latin, je sais pas. Ah bah là, alors que je trouve que Thierry est particulièrement beau sur cette image, hein, putain. Ouais. Bon. On fait en général de la messe pour un corps, ce que tu n'as pas dit, une sorte d'acte de naissance de l'art corporel en France, en tout cas. Oui. Bon, enfin, ça, c'est des trucs d'histoire de l'art. Mais on est en 60. Quand il l'invente, on est en 69. C'est aussi, historiquement, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Hein. Ce qu'il y a concomitance, est-ce qu'il y a eu des conditions... Et la première transplantation cardiaque par le professeur Barnard au Cap, en Afrique du Sud. Youp. Ah bah là, voilà. Ça, c'est le commentaire dans... Comment il s'appelait ce journal? Nostradamus. Nostradamus, voilà. L'hebdomadaire de l'actualité mystérieuse. Donc c'était le Kipolis un peu culturel. Disons qu'il y avait aussi Borgier, qui était quelqu'un qui avait écrit pas mal de choses post-surréalistes. C'était un journal d'actualité très étrange qui mêlait à la fois, on a retrouvé le trésor des Cathares, il y a le fantôme de West Point, enfin on parle de choses, de l'actualité mystérieuse, et en même temps on pouvait avoir une page sur... le cannibale de l'île Saint-Louis qui fait du boudin avec son propre sang et qu'il mange en contemplant un squelette. Il ose même en proposer à ses invités. Rien à dire. Parfait. Tu veux dire que c'était des post-situs qui s'étaient planqués dans une c'est édition? Possible, hein, c'est possible. En tout cas, je sais que Journiac attachait une grande importance à ce que ces pratiques, ces œuvres soient diffusées ailleurs que sur des supports traditionnels. Je me souviens d'une fois, il me sort un catalogue de vidéos, trucs porno, mecs, qui venait de Danemark, un truc dans le genre, dans lequel il y avait 3 de ses pièces reproduites, alors dans un noir et blanc écrasé, on voyait rien, il n'y avait même pas son nom, et il était heureux. Parce qu'au moins, de la même manière, je me souviens quand une revue est sortie qui s'appelait Body Art, mais ça c'est peut-être postérieur, 85-90, il y avait des affiches dans la rue marquées Body Art, avec évidemment plutôt du tatouage ou du travesti, et il était content. Il était content parce que voilà, ça aboutissait dans le réel. On n'était pas entre gens uniquement. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui a su d'une certaine manière traverser l'art et en sortir. Ah si, en sortir.
Ah, ça c'est le contrat pour un chèque, non? Ouais. Il est bizarre bleu comme ça. Donc c'est le manifeste du chèque. Donc du 31, c'est ça, 31 mars 70, c'est écrit. Bon, je vous laisse le lire, texte est de François Pluchart. C'est assez rare qu'un artiste et un critique signent ensemble un manifeste artistique réduit à un simple flyer, on pourrait dire, donc avec un chèque signé d'un côté 300 francs Journiac. Et on peut lire, parce que c'est quand même assez intéressant aujourd'hui, attendu que la nature de l'art est conceptuelle, attendu que le mental s'exprime nécessairement à travers la structure d'un langage, attendu que le formalisme conceptuel prend aujourd'hui les aspects extérieurs d'une épidémie grippale, attendu qu'il ne saurait y avoir de plus pur échange qu'entre l'argent et sa forme conceptuelle, le chèque, Michel Journiac vend à compter de ce jour des chèques de 300 francs contre leur valeur en monnaie française ou étrangère. Voilà, à nouveau c'est un pari, c'est à nouveau un pari sur le devenir du substitut. C'est réduire aussi le conceptuel à simplement un échange, j'allais dire, de signatures. On est dans le... de signatures et de thunes. C'est-à-dire que si l'identité pour Journiac était aléatoire, la signature, enfin, il me semble, il le répétait souvent, tu n'as que ça. C'est ce qu'il disait assez souvent. Ton nom, ta signature, tu n'as que ça. Et donc c'est important. Mais en même temps, il acceptait de le mélanger. Alors que j'ai entendu d'autres artistes, que je ne citerai pas, me dire « tu n'as que ton nom, ne le mélange jamais ». Moi, je le mélange. Le distributeur automatique d'œuvres d'art. Bon, pareil, c'est une forme populaire, classique, dans lequel... mais là, on est tôt aussi, hein, on est 72, ouais, 10. Hein. 1970. Dans lequel il dispose des éléments de corps, d'os, d'enveloppement. Des slips vinylisés, essentiellement. Oui, des vêtements. Des tronçons de ballet transformés en mini-phallus, laqués blancs. Ah à propos de tronçons de ballet, pour dire que c'était vraiment quelque chose de vivant, quand vous preniez l'apéro chez lui, il vous mettait sur la table un pot à glace, qui était blanc, avec de la corde autour, et en fait le manche c'était une bite. Voilà, c'était le pot, mais encore en privé dans l'apéro passe, mais il avait fabriqué un petit chariot pour aller au marché, comme toutes les ménagères ont. Je fais exprès de dire le mot ménagère, excusez-moi. Et sauf que le manche, à nouveau, c'était une bite blanche. C'est-à-dire qu'il allait chercher ses courses, poser son... Et d'une certaine manière, la dimension rituelle qu'il avait physiquement incorporée, elle se voyait dans la rue. Moi, je me souviens de Blaise Njoya, un copain écrivain africain, qui ne le connaissait pas, mais qui habitait le même quartier. Et un jour, en parlant avec lui de Michel, il me dit « mais je le connais ». Parce qu'il avait reconnu, dans ce type qu'il voyait dans le métro, une aura, un port, une gestuelle, une façon d'accueillir, de regarder, qui fait qu'il était reconnaissable, dans le fond, comme ça, plutôt que par le dessin de son visage, quoi. Ça existe toujours, ça? Cette pièce n'a été présentée qu'une seule fois au Salon de Mai à Saint-Germain-en-Laye, donc en 1970. Et c'était effectivement le distributeur avait été emprunté. Exactement. La lessive. Il faut commencer par laver son linge. C'est une toute première, ça. On doit être 70 là, je pense. 69, oui, c'est même avant la messe. Oui, c'est quand il fait le parcours pour un corps, je pense. Non, c'est pas, ou juste après, je sais pas. Oui, avant il y a le parcours piège du sang et juste après. Par contre, je ne saurais pas en dire grand-chose de cette pièce. Je sais qu'il fallait qu'il a tout lessivé, tout peint en blanc, enfin tout ripollinisé blanc. Mais je ne saurais pas en dire grand-chose. Si ce n'est qu'il fallait commencer par... Alors c'est une pièce en fait assez violente qui est souvent prise comme justement un des
des premières pièces d'art sociologique, puisqu'en fait, chaque vêtement qui est vinylisé, enfin, c'est-à-dire acrylisé en peinture vinylique blanche, est suspendu avec des étiquettes. Sur ces étiquettes figurent des noms d'artistes de son époque. Il y a des artistes qui sont récupérables, c'est-à-dire qui sont suspendus et qui sont récupérables au moyen d'une action détersive avec un détergent à la dont on voit les paquets au fond. Il y a un petit clin d'œil à Andy Warhol aussi derrière. Et puis il y a des vêtements qui ne sont pas récupérables, lavables, hein, comme la chanson de Souchon, et qui ont leurs étiquettes. Alors on voit effectivement tout un pari, un choix d'époque. Hein. Ceux qui sont récupérables sont César, Armand, enfin beaucoup de nouveaux réalistes à l'époque, Warhol lui-même, etc. Ceux qui ne sont pas récupérables, eh bien, sont des artistes qui sont à l'époque vivants et qui continuent à très bien vendre leur œuvre, qui sont Picasso, qui sont Hartung, des gens comme ça. Et puis on a même des étiquettes sans vêtements. Alors c'est le cas de Bernard Buffet, par exemple, dont Journiac disait de toute façon Bernard Buffet n'existe pas, donc il n'est même pas récupérable. Donc voilà. Et donc c'est quand même une pièce critique très très violente qui a été diversement perçue évidemment dans le milieu de l'art, mais qui a quelque part assis la position de Journiac comme un artiste vraiment de combat. Voilà. Ah oui, donc ça c'est avant l'exposition de parodie. Oui, bien avant, oui. Oui, des parodies d'artistes des années 76, ouais, oui, exactement. Ouais. Où ils présentent des faux, mais débandés. C'est ça qui était assez marrant. Je me rappelle d'une couille molle. Une parodie d'Oldenburg. C'est-à-dire que le que ce soit un Oldenburg bien gonflé, il était complètement en dérélection. Et d'autres comme ça. Donc la lessive, à nouveau, mais celle-ci fait partie donc c'est une des images des 24 heures de la vie d'une femme ordinaire. Alors ça, c'est quand même une vaste série importante. Elle est présentée ici même. Oui. Mais là, ça doit être... non, c'est une reconstitution, ça aussi. Donc, c'est une image du livre. Ah, c'est une image de livre. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait, Michel ? Il lit la presse, évidemment. Il s'intéresse à la situation des uns et des autres. Il regarde les rituels. Et je crois que c'est dans Marie-Claire. Marie-Claire ou Notre-Dame, ouais. Donc dans Marie-Claire, il lit une sorte d'enquête sociologique, mais light, quoi, un peu. Un sondage. Un sondage. Un sondage de la presse féminine. Voilà. Et il en tire que, en fait, une femme a, comme ça, 12 moments de la journée cadrés. Une femme, ça fait la vaisselle. Et ça fait la vaisselle avec du génie, non pas du hala, comme... Là, c'est la lessive, c'est pas la vaisselle. Il y a aussi la vaisselle. Il y a aussi la vaisselle. Mais dans l'image précédente, c'était pas le même détergent. C'est hala. C'est hala. Oui. Voilà. Donc, et il interprète de manière très brute, dans le fond, tous ses rôles devant l'appareil photo d'une copine. Et donc ces images sont... C'est-à-dire que le travesti est volontairement de mauvaise qualité, de façon à ce qu'on voit vraiment que c'est ça, à produire ce décalage. Il aurait parfaitement pu parfaitement se maquiller, cacher ses gros muscles. Et non, ce qui était important, c'est que ça se voit, c'est qu'il y ait une faille dans la représentation. Et parce que, ça on l'a pas dit, mais l'idée quand même globale, c'est que on a un corps que parce que on en a des représentations collectives, qu'elles soient de langage, de gestes, visuels. Donc on a un corps en fait par soumission aux représentations existantes. Anecdote au passage, je me souviens Michel courant à la fac un jour avec 6 diapositives qui tenaient en main comme des choses précieuses, qui étaient en fait les premières coupes cérébrales
au scan, et il courait à la fac pour montrer à ses étudiants que ces images-là allaient changer tous nos corps. Que c'était une avancée majeure dans la position des corps, parce que justement c'était une nouvelle représentation et que donc on allait être amené à penser nos corps aussi avec des coupes scan anatomiques, et donc d'une certaine manière parodier ces représentations. Et le mot parodie était quand même très fort dans son boulot, était une manière, dans le fond, de casser ces représentations pour éventuellement se construire justement un autre corps. Et voilà, donc si c'était une bonne photo de moi en couleur, on pourrait effectivement, à l'époque, elle aurait pu être reproduite dans Marie-Claire. Il a essayé, hein, il a fait un travail avec Marie-Claire et un débat entré, parce que en fait cette pièce, donc, qui s'inspire de ce sondage paru sur les 24 heures de la vie d'une femme ordinaire, qui séquence un peu ce qui était pour l'époque par sondage. Donc c'est une moyenne, un sondage toujours, et il n'y a personne derrière au fond, mais il y a des représentations collectives, donc un corps. L'exploitation féminine dans ces phases égrenées en 1974, puisque nous sommes donc pratiquement à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, qui montre donc une espèce de soumission à une scansion, comme ça. Il y a la lessive, il y a le réveil du mari, il y a le souper, il y a etc. Mais je te laisse. Je te laisse parcourir peut-être. Il y en a d'autres? Ah mais oui. Oh merde, j'en ai fait deux en même temps. Voilà l'amant. Alors c'était drôle parce que, évidemment, tous ces gars, on les fréquentait. Donc. Peut-être pas dans le même lit. Bah éventuellement, ça dépend. Ça c'est le lit. Justement, les photos ont été prises au domicile parental. C'est le lit de ses parents. De ses parents. Ouais. Ouais. Ah bah oui. Par contre, on peut revenir en arrière, non, avec cette machine? Ah oui, peut-être ça. Ouais. Voilà. Moi, aujourd'hui, ce qui me fascine, effectivement, c'est les comparses. Parce que Michel, dans le fond, on l'a incorporé, je dirais, d'une certaine manière. Par contre, les comparses, je me souviens de ce mec-là aussi. C'était un voyou. Je ne sais plus bien comment, mais c'était un voyou, lui. C'est le même, oui. Alors là, on est dans la série suivante, en fait. Dans le sondage, il y avait les fantasmes et les réalités qu'on vient de voir, donc qui étaient ces 12 vues d'heure en heure, quoi, pratiquement. Et il y a les fantasmes. Et donc ça, c'est l'allaitement, je pense, non? Il n'y a pas le titre. Qui, eux, sont faits sur des fonds blancs. Remarquez que le détourage, la non-connexion au réel, crée le fantasme. Mais exactement comme un produit détouré. Et c'est un vrai bébé. Et c'est un vrai bébé, bien sûr. Le viol. Alors justement sur ces personnages secondaires, enfin qui apparaissent dans l'œuvre de Michel, il s'agit de Jacques Rougemont, qui était un ami de Michel, mais qui n'était pas du tout venu à la séance de photographie des 24 heures pour jouer le personnage du violeur. Il devait amener avec lui un personnage avec une sale gueule patibulaire, enfin c'est ce qu'il raconte, et en fait le type s'est un peu défilé et il s'est retrouvé tout seul, et Journiac lui a dit bon bah c'est toi qui me violes. Il lui a dit mais comment? Il a dit non tu dois me violer, il n'y a pas de problème. Et alors, il savait pas comment s'y prendre évidemment, parce que il n'était pas du tout dans cet état d'esprit quand il était venu à cette séance de pause. Il s'en veut encore aujourd'hui et il dit cette formule que je trouve assez drôle:
d'accord, bon, j'ai violé Journiac, mais il m'a eu par surprise, quoi. C'est ce que je trouve assez beau. Et c'est peut-être plus fort que ce soit quelqu'un qui n'était pas prévu pour ce rôle, comme s'il y avait un rôle prévu pour les violeurs. Enfin, je veux dire, évidemment, n'importe qui peut incarner ce sinistre personnage du violeur. Donc, je trouve que c'est assez étonnant, cette image, justement, surtout aujourd'hui. Et Michel le joue quand même très fort. Hein. Il y a en même temps il y a une forme d'acceptation, quoi, d'extase ou de choses comme ça. L'enlèvement. Non. Je ne veux pas plus de commentaires, mais. Ah, ça c'est important par contre. Le piège pour un travesti. Ben, c'est toi d'ailleurs qui est piégé là. Ouais. Donc. Il y en avait comme ça, c'est une exposition chez Stadler, il me semble aussi. À nouveau, c'est de la photographie, mais de la photographie sans qualité. C'est de la photographie d'usage. Donc le même personnage se retrouve sur 3 panneaux photographiques habillé, nu et travesti. Mais si c'était que ça serait facile. Par contre, apparaît le nom. Et le nom sur un miroir. Donc, effectivement, même si c'est toi qu'on voit à l'image, tu es Greta Garbo. Je suis Greta Garbo. Voilà. Et n'importe qui est Greta Garbo. Et n'importe qui peut être Greta Garbo. Alors, il y avait dans cette exposition, donc à la galerie Stadler, en 74, j'ai un doute, subitement. Oui, c'est par là. Oui, par là. 75, pardon. Et il y avait 4 autres panneaux composés des 4 images. Il y avait Greta Garbo, donc Arletty, Jean Harlow et Rita Hayworth, qui étaient donc 4 projections fantasmatiques majeures dominantes du cinéma de l'époque, encore. Comment elle s'appelait cette fille? Marie-France. Marie-France, un des premiers trans à Paris. Des premiers trans français. Elle était souvent... moi, je l'ai vue dans ses expos à Michel. Le piège pour un voyeur. Alors ça, c'est quand même une pièce qui formellement mérite d'être... donc, un jeune homme est enfermé dans une cage, hein, comme il est enfermé, et la cage est faite de tubes néons. Donc, alors qu'on voudrait s'approcher pour voir ce qu'il y a à regarder, en fait, on est complètement aveuglé par le fait qu'il soit enfermé. Donc, en fait, il est visible pour la photographie, hein, parce que la photographie peut filtrer ce genre de choses, mais en vrai, pratiquement, on ne le voyait pas, le gars. Tellement les lumières des néons, je pense que là, ils sont en train de fixer la pièce, en fait. Et c'est le spectateur voyeur qui, lui, est mis en lumière. Et qui est mis en lumière. Donc c'est encore un retournement des rôles. La corde, par contre, je ne me souviens pas de ce que fait cette corde là-dedans. C'est assez complexe parce que dans l'exposition, chez Martin Malburet, donc en 69, il y a aussi la possibilité de réaliser des portraits pièges de soi-même avec ses vêtements et des accessoires, éventuellement une perruque. Et il y a tout un... Et la corde relie effectivement les différents hôtels, non, les différents hôtels de l'exposition. Oui, c'était des hôtels personnels dans le fond où on pouvait déposer ses affaires qui étaient éventuellement ripollinisées. Se mettre à nu. Ah, c'est un peu pervers ça, parce que c'est que la moitié de la pièce. La pièce, c'est le piège pour... non, c'est pas un piège, c'est l'hommage à Freud. Donc c'est Michel travesti en sa mère. Le complément qui est en dessous, je pense, c'est Michel travesti en son père. Ça, c'est une pièce majeure. Hein. Elle a circulé, elle a été reproduite. Et à nouveau, sur le plan de la qualité photographique, c'est du niveau photomaton. Hein. C'est même vraisemblablement fait dans un photomaton. Juste la perruque. La ressemblance naturelle, effectivement, dans le cas présent, pourrait s'apparenter à un travesti, mais c'est pas de ça dont il s'agit.
Alors c'est un détail télévisuel d'une émission de Léa Salamé sur la 5 en 2019 qui s'appelait La folle histoire des travestis. Et j'étais chez moi et j'ai fait cette capture d'écran qui m'a paru comme une apparition, effectivement, mais c'est un détail télévisuel, donc effectivement on manque peut-être complètement la pièce dont il s'agit. On a une confrontation donc simplement du visage de la mère de l'artiste et du visage de Journiac travesti en sa mère, mais on n'a plus les textes, on n'a plus rien. Puisque je dois parler de ça aussi, parce que au décès de Michel, je prends une claque. 2 heures après, j'appelle Jacques, son ami, donc, Jacques Miège, et je lui dis, écoute, est-ce que tu m'autoriserais à faire un portrait mortuaire de Michel? Et il me répond, Jean-Luc, tu es le seul à pouvoir le faire. Donc j'y suis allé, avec ma chambre, mes films et ma tristesse. Et il se trouve que sa mère était absolument à côté de lui. Il y avait le lit, sa mère était là. Et que j'ai opéré la prise de vue sous le regard de sa mère. Il était éclairé par 2 bougies, donc imaginez que le temps de pause est de l'ordre de 3, 4, 5 minutes. Mais 3, 4, 5 minutes, évidemment, lui ne bouge pas du tout. Il est mort. Il a un visage d'ange d'ailleurs sur cette... Et sa mère, qui lui ressemble quand même considérablement, si on enlève les éléments justement du travestissement social, il se ressemble très fort. Et donc ces 5 minutes de pause, c'est un moment terrible, parce que c'est 5 minutes qui n'existent pas. Elles n'existent pas parce que ça va être pris ensuite comme un instantané. Mais pendant la pause, on est dans un espace humain qui est assez difficile. Voilà. On est dans un non-temps, sans dire qu'on est dans la mort. Mais... Donc voilà, tu vois, cet extrait me rappelle ce moment avec sa mère. Et donc rappelons qu'il s'agit de L'hommage à Freud, envoi postal tout d'abord de 1972, qui représentait donc 4 images, dont une, le père, Robert Journiac, avec ses mots légendés, Robert Journiac travesti en Robert Journiac, à côté son fils dans les mêmes accoutrements, la même posture, les mêmes lunettes, Michel Journiac travesti en Robert Journiac, et en dessous René Journiac travesti en René Journiac, et à côté Michel Journiac travesti en René Journiac. Et il était accompagné juste de ces mots, constat critique d'une mythologie travestie, hommage à Freud. J'ai un petit quand même sur ce document quelque chose qui me surprend. Est-ce que vous voyez comme moi que les colliers semblent être jaunes? Non, c'est l'écran. C'est l'écran. C'est étrange parce que sur l'écran que j'ai là, on dirait que les colliers sont en or et qui sont presque rapportés, quoi. Hein, bon, passons. C'est la magie de la télé. C'est la technologie, ça. La magie de la télé. Donc ça, c'est le piège pour un... C'est inceste, en fait. C'est l'inceste. Le titre. Donc c'est le même principe où le fils devient l'amant de sa mère, devient travesti l'amant de son père, et le tout sous le regard de Michel, qui alternativement peut être un garçon, une fille, et qui regarde en fait cette scène qui s'en délecte même et je me souviens, Michel en parlait souvent de cette image particulièrement, parce que sa mère, il le disait, elle le fait vraiment. C'est-à-dire qu'elle embrasse son fils, pas un travesti ni un artiste. Hein. Et ça se sent, elle est aimante. Lui, il est un peu plus sceptique. Mais bon.
Alors c'est une série, on peut dire, de 9 photomontages 9, ouais. qui ont été publiés dans la revue donc, de François Pluchart, étant le directeur, Artitude Internationale, et qui présentent une sorte de parodie du vocabulaire, structuraliste de l'époque, où effectivement on a Journiac qui est à la fois en fils amant voyeur, en fils-fille amante, et etc. Et une combinatoire entre toutes les possibilités justement d'accouplement incestueux avec le père ou la mère, sous le regard d'un fils voyeur ou d'une fille voyeur, etc. Mais ça dit autre chose, ça dit quand même aussi, si on s'intéresse un peu à l'histoire de la photographie, que des œuvres peuvent, tout à fait comme avait pu le faire Dan Graham, que l'œuvre peut être directement publiée. C'est-à-dire que l'original, c'est une publication. Pas des tirages, pas des... Ah, il avait fait les illustrations de ce bouquin de... Bon, les éditions de la Différence, c'était quand même les éditions qui ont publié son premier catalogue, qui ont publié son recueil de poésie aussi. Oui, les recueils de poésie. Il a écrit quand même 2 recueils de poésie qui ont... c'est intéressant parce que ces recueils étaient pas écrits. En fait, c'était des poésies dictées. Lentement, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est Bertrand Dard qui les avait notés, lentement, mot à mot, mais c'est assez... Comment, le délit du corps, le premier, et l'autre, le sang nu. Le sang nu, le premier. Délit du corps et le sang nu. En 68, ce 1960. bouquin, je sais qu'il doit être quelque part dans ma bibliothèque, mais je sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Bon, ça se voit, par ailleurs. En tout cas, c'est un des rares livres, effectivement, avec une couverture et un frontispice de Journiac Michel, ouais. sur le Marquis de Sade. Des bijoux. Ouais. Il portait comme ça, il avait les mains pleines de doigts, comme tout le monde, mais par ailleurs les doigts pleins de bagues. Et ouais, ça c'était un os qu'il avait fait doré, plaqué or. Os humain. Hein. Os humain, oui, clairement, c'est une vertèbre humaine, ça. Monté sur un anneau. Bon, alors puisqu'il faut parler de l'artiste que je suis, je porte en ce moment même mon propre os ici, au majeur. Alors justement, c'était une série de bijoux dont il avait le projet avec les éditions de la Différence, qui est donc éditeur d'ouvrages plutôt littéraires, mais qui s'était imaginé en éditeur de bijoux, et donc ça s'appelait Se parer de la dépouille d'autrui. Et il y a eu comme ça il y a eu un bracelet, voilà le bracelet, un collier, ouais. Qui a été réalisé comme prototype en 1976. Alors, le putain inconnu, j'ai envie de dire que les commentaires sont quand même en grande partie inutiles. Quand on voit ça, on a compris, non? On pensait au putain que lire c'est l'Arc de Triomphe, c'est la République, c'est la France, c'est tout ça, quoi. Et là, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, ça, c'est la première version. Donc, effectivement, le squelette est placé haut. Habillé, chutant vers le bas, au-dessus d'un socle qui est en formica noir. Hein. La typo, il n'y a pas d'ornement. Hein. Effectivement, ça me fait penser aussi au totem du pouvoir qu'il a fait quelques années après, avec trois grâces attachées entre elles, bonnet phrygien, bite en l'air. Bon, c'est des charges politiques nettes. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, dans le fond que le soldat inconnu, c'est peut-être lui. Hein. Un squelette vaut un squelette. Hein. J'ai envie de dire que là, pour une fois que la pratique plastique se suffit à une expression aussi nette et brutale, moi j'ai pas envie de commenter ça. Et on remarque simplement que le putain est au masculin.
C'était dans l'exposition Contrat de prostitution, Paris 1973. Et effectivement, on est un peu sidéré par le côté à la fois hommage et le côté critique, à ne pas savoir départager. En fait, est-ce un constat critique ou est-ce un hommage au putain quoi. Justement, c'est peut-être ça l'intérêt de la pratique plastique. Michel m'apprend un truc quand même, c'est qu'une œuvre, c'est pas un lieu pacifié. Une œuvre, c'est un lieu dans lequel ça se bagarre. Et ça se bagarre, y compris formellement. Voilà. Dans tous les cas, imaginez qu'une œuvre puisse être tout simplement satisfaisante parce que tout est à sa place, toutes les harmonies sont respectées. Non. S'il n'y a pas de bagarre dans l'œuvre, il n'y a aucune chance que le spectateur se prenne conscience de quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait une bagarre pour qu'il puisse au moins trouver un angle de confrontation. Donc voilà, au moins ça, c'est une chose qui m'a appris. Pas de les œuvres en paix, laissons-les reposer justement. Je travaille. Ouais, ça c'est le rituel pour un autre, non? C'est l'action de marquage. Action de marquage. Action de marquage au présent de l'exclusion. C'est une reprise en 1993 de sa première action de marquage, donc d'un triangle à chaud sur sa chair, donc qui reprenait la marque des homosexuels dans les camps nazis. Et donc il a fait une première fois en 83 et qu'il reprend 10 ans plus tard en 93. Et ça c'est donc un envoi postal qu'il envoie, où d'ailleurs le fer a marqué également l'image sur le côté. Et il inscrit « Je travaille ». Mais je me souviens, pas seulement. Quand il envoyait des cartes postales, c'était assez. J'en ai quelques-unes comme ça, très sibylline. Et souvent dans l'urgence. Il envoyait des cartes postales quand il allait faire un tour aux alcooliques anonymes. Il fallait absolument qu'il prenne contact avec quelqu'un, qu'il tienne quelqu'un de. Donc s'il y avait personne, il envoyait un mot, une carte postale. Mais je me souviens de la première performance qu'il avait fait avec marquage, qui était dans un théâtre quelque part à Paris, sur scène, ce qui était quand même curieux, puisque la plupart des performances ont été faites soit dans des galeries, des centres d'art dans la rue, mais au théâtre, je crois que c'est une des seules. Et il avait deux acolytes, qui étaient un couple. Je trouve, bon, si je réfléchissais, je trouverais leur nom. Et il y a eu une opposition pendant la durée de la performance, c'est-à-dire qu'ils étaient censés, les deux enfants de chœur dans le fond, étaient censés le marquer lui. Et je me souviens avoir parlé avec eux avant la performance, ils m'ont dit on va pas le faire. On va pas le faire. On a dit, vous êtes des cons, enfin, je veux dire, c'est dégueulasse. Vous lui dites que vous allez le faire. Et non, on a réfléchi, l'action sera meilleure si. Alors, Xavier Moine et. Elle, je sais plus. Bon. Et de fait, au moment où vous avez cette scène où Michel est debout sur scène, de chaque côté, ils ont le fer chaud, qui est quand même un truc comme ça, hein, c'est assez gros. Ils ont le fer chaud, ils le présentent, et ils ne font pas le geste. Michel ne bronche pas, il comprend. Les deux trucs retournent dans le bras zéro. Michel les prend comme ça, les retourne, et schlac, se les est fichés là, dans le biceps, lui-même. Un moment où, imaginez, une performance, quand même, en général, c'est répété. Enfin, tu vois, il y a un. Mais il y avait une telle logique de pensée, de rapport à l'autre et d'action, qui ne s'est pas posé la question 2 secondes. C'est parti tout seul, et poum. Bon, je vous rassure, il prenait quand même pas mal d'antidouleurs quand il faisait ce genre de trucs. Donc il était bien souvent quand même un peu. Mais bon, voilà,
cette frontière de comment l'un, l'autre peuvent interagir en tous les cas. Surtout sur un marquage comme ça. Il y avait en pleine pandémie du sida en 1993 cette réactivation de ce premier marquage offert de 83 s'inscrit dans son dernier rituel qui s'appelle le rituel de transmutation qu'il a accompli en plusieurs étapes, 12, 13, certains, pendant les dernières années de sa vie. Et qui est une forme de revisitation en fait de l'ensemble de son œuvre au vu des copains qui partent. Et ça, c'est quand même... souvent, on pense aux artistes vieillissants qui finalement reprennent des œuvres anciennes. Parlons de Chirico, parlons de... Tu vois, et on se dit, non, ils n'ont plus rien à dire, ils sont morts, ils reprennent des choses. Je ne suis pas si sûr que ce soit aussi simple. Et dans le cas de Michel, il était assez clair. Je revisite parce que mes copains s'en vont. Parce que peut-être j'ai pas fait ce qu'il fallait au moment voulu. Donc comment le faire à ce moment-là, aujourd'hui ? Comment je connais cette photo, moi ? Moi, ça me gêne un peu, mais j'ai pris un document. Évidemment, c'est une photo que tu as prise. Alors ça, c'est une performance, mais ça s'est passé de manière assez bizarre, parce que c'était pas vraiment une performance. On était plutôt dans une exposition que Michel avait montée, qui était chez Jacques Dongui. On est à l'intérieur d'un espace qui a été construit dans la galerie de Jacques Dongui, par pain de plâtre, un truc comme ça, et il y avait cette empreinte d'un corps fait avec du sang. Effectivement, le sang en vieillissant brunit très fort, et il y avait eu une sorte de rituel improvisé entre Michel et Gilles Duzin, danseur acrobatique au Crézy, je crois. Avant d'être galeriste, et qui est un des copains qui est parti aussi du sida. Et donc, dans ce rituel, il m'avait demandé de faire des photos. J'ai fait cette photo, je l'ai gardée, parce que dans le rituel, il avait jeté contre le mur, la tache qu'on voit là-bas au fond, il avait jeté un calice rempli de sang. Et dans le fond, la tête absente de Gilles se projette dans l'espace, quoi. Alors ceci dit, ton cadrage n'est pas complet. C'est une image horizontale. C'est une image reprise d'une publication et elle est... ça a été publié, ça ? Mais oui, plusieurs fois. J'ignorais. Dans le catalogue de la première rétrospective que nous avions organisée à Strasbourg avec Fabrice Ergotte. Ah oui. Tu d'ailleurs avais expliqué une partie de ce rapport, justement, de photographe, de performance, et jusqu'à... Voilà, ouais, si je dois raconter, si on doit parler comme photographe, d'une certaine manière, mes premières participations avec Michel, en fait, c'est la messe. Donc on est en 75, il me demande de servir la messe, donc je suis actant. Quelque temps après, effectivement, il me demande de faire des prises de vue que je fais volontiers, et je lui donne les clichés, il signe sa performance, il signe ses clichés, tout va bien. Quelques années après, dans l'avancement des choses, il me demande de faire des images, entre autres du marquage, pour une exposition qui devait être chez Jacques Dongui aussi. Et là, il me dit non, Jean-Luc, il faut absolument qu'il y ait nos deux noms. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'il avait parfaitement conscience que la photographie, c'est pas un truc d'auteur. Et dans le cas de celle-ci, il y a 3 noms. Donc il y a
il y a 3 tirages qui ont été faits avec les 3 signatures simultanées. Parce que qui fait quoi dans une photographie? Voilà. C'est peut-être un petit détail, mais je pense que dans la réflexion sur les images, la notion d'auteur, en tous les cas en photographie, est très largement problématique, quoi. C'est une projection de l'histoire de l'art, c'est pas une réalité de la pratique. Et alors, rappelons juste que c'était effectivement une action dans le cadre d'une exposition qui était sur 4 niveaux à la galerie, à l'espace d'Ongui. Il y avait l'espace de la violence qui était dans la cour, il y avait l'espace du pouvoir, l'espace des origines et l'espace du sacré dont nous voyons là une image. C'est la même exposition où effectivement il tire lui-même sur son propre mannequin. Exactement. Ouais. Avec le revolver de Jacques Monory. Les revolvers de Jacques Monory, parce que ça va toujours par deux. Alors ça, effectivement, quand on parlait de photographie, voilà une icône. Et Michel les appelait très clairement des icônes. C'est-à-dire qu'il avait bien compris que la photographie était un médium social et que finalement elle reconduisait dans les pratiques contemporaines 2 traditions. Celle de la représentation, donc issue de la Renaissance, avec sa boîte perspective, sa capacité à faire des scènes, etc. Mais aussi qu'elle reconduisait l'icône. Et ça, c'était parfaitement perceptible dans ce qu'on appelait à l'époque un packshot, ce qui était donc le produit sur fond blanc. Le produit étant ce qu'on a à vendre, exactement comme l'Église avait ses saints à vendre, et voilà. Et donc, d'une certaine manière, là on n'est pas dans un corps canonique, il y en avait d'autres, il y en avait une autre avec un gamin qui avait plein de pognon autour de lui, non je ne sais pas si tu as mis les autres. Mais... Oui, c'est une série en fait d'icônes qu'il fait dans les années 80, un peu la même époque que Meurtre et Sacré qu'on a vu précédemment. Donc ça s'appelle Icônes du temps présent. C'est présenté la première fois à la Galerie d'Ongui en 1988. Et c'est une série donc d'images qui sont prélevées dans des supports en général pornographiques, de basse qualité et qu'il donc transfère sur toile avec de l'or et son propre sang qui fait le fond donc de l'icône et un cerne noir qui en général fait très important, très important. Ouais. Et c'est effectivement c'était ce genre de truc qui peignait avec le pinceau vertical en tapant dessus. Mais je me souviens que dans l'exposition, elle était au centre, si je me souviens bien, avec toutes les icônes, avec les garçons autour. Si j'ai bonne mémoire, et elle doit être plus ou moins quelque chose à voir avec la terre-mère. Je me souviens en tous les cas, la Vénus Hottentote, enfin toute cette tradition était là. Les Vénus préhistoriques, les Spugs. Ouais. Elle est belle. Elle a un regard extraordinaire. Dans le fond, c'est un test pour la série des icônes. Alors il y en avait 2, je me rappelle de son chat, il y avait celle-là qui est un tout petit format, peut-être sur papier d'ailleurs, pour voir ce que ça donnait, mais il y en avait une autre de Jean Genet, qui est une pièce incroyable, sur bois, grande comme ça, et le Genet, il était en train de il tirait son clope en face, et du coup, il avait même mis du rouge au bout de la clope. Et il se trouve que comme c'était un test, ça traînait dans un coin de l'atelier, en bas de la librairie, de la bibliothèque, et que le chat, celui-là même, il s'en servait pour faire ses griffes. Et que la pièce était absolument incroyable. Il semblerait qu'elle ait disparu. Moi, j'ai demandé à Jacques savoir où c'était passé. Ça a dû partir comme chute d'atelier, alors que... Elle est toujours là. Chez Christophe Gaillard, oui. Ah ouais? Oui.
Comme il y a très peu d'images d'animaux, j'étais toujours frappé par... c'était son chat. Et donc le Genet, il y est? Alors le Genet, non, le Genet est en main privée, il me semble. Il me semble. Bon. On va enquêter. On va enquêter. Non, parce que bien sûr, c'est une c'était étonnante image de chat, enfin une icône de chat, c'est assez... Mais on dirait qu'il lui a mis un petit collier, hein, ou qu'il l'a mis sur une tête de quelqu'un. Mais ça, c'est les magies de la photocopie. C'est une photocopie noir et blanc. Comme elles étaient incapables à l'époque de reproduire les grilles, on avait des choses très très graphiques. Oui, un usage tout à fait commun, courant de la reproduction et de l'image, transféré dans l'icône sacrée. Donc ça fait partie effectivement du dernier cycle où il revisite chacun son tour du coup, puisque c'est toi à gauche là. Et c'est une photo prise par Jacques Miege. Au Salon du Livre. Oui, au Salon du Livre, 1993. Et il avait fait des poèmes en sang. Voilà, c'est donc la prise de sang. C'est la prise de sang pour ces poèmes en sang, qui étaient des textes de différents auteurs, il me semble d'ailleurs. Oui, des poètes du monde entier, publiés par les éditions de la Différence. Et qui étaient reproduits sur fond d'or. Et pendant la performance, en fait, au Salon du Livre, il les a patinés, dirons-nous. Les poèmes eux-mêmes avaient déjà été recouverts de son sang et d'or, mais ce qu'il a fait pendant cette action du Salon du Livre en 93, ce sont deux grands panneaux qui reprenaient une citation de Fernando Pessoa. Oui, en 3 panneaux. Et qui disait... si ma mémoire est bonne, voilà qu'elle flanche, c'est toujours pareil. Tu l'as pas noté note Non, je ne l'ai pas noté parce que je la connais par cœur, je l'ai dans ma bibliothèque. Hormis tout cela, il y a Jésus-Christ qui ne comprenait rien aux finances et qui n'avait pas de bibliothèque. Voilà. Et ce sont 3 grands panneaux sur lesquels donc Journiac a répandu son sang et qui font partie maintenant donc de ce rituel de transmutation qui est donc le rituel des dernières années en 12 étapes. Tu les as pratiquement mis en ordre chronologique de fait. Ah non. Bah, ça c'est le rituel pour un mort. C'est la dernière image du rituel d'identité aléatoire qui a commencé. Et cette image est intéressante parce qu'elle est sous-titrée dans cette action photographique, puisqu'il appelait ça une action photographique, c'est une action pour l'image photographique, qui était réalisée donc sans public. Et elle finit, alors qu'il se maquille, etc., il fait plusieurs gestes au cours de ces 12 images. La dernière, c'est après une prise de sang, il est maquillé par son propre sang par Lactan, que l'on voit derrière lui, et il applique son visage sur donc, un tissu, le suaire, et cette image porte comme légende un mot que je trouve assez intéressant, c'est, si je le retrouve, est-ce que j'ai mis ? Alors, ça c'est formidable. Eh ben voilà, je ne le retrouve pas, c'est formidable. Alors, ça, c'est... Enfin, c'est super, quoi qu'il en soit. Oui, oui, non, mais c'est... Ah voilà, image, empreinte de sang, photographie, / constat de l'action. C'est-à-dire, il met un 2 points entre image, empreinte de sang et la photographie, constat de l'action. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'égalité, oui, on va dire, entre l'empreinte du sang qu'il produit sur son propre visage et la photographie elle-même, l'action photographique. Donc c'est aussi accorder beaucoup de pouvoir à la photographie. Ben, il en connaissait le pouvoir. Une des premières réflexions qu'on avait partagées, c'est qu'effectivement la photographie a fait quand même apparaître, parce qu'elle n'était pas visible avant,
des communautés, toutes petites communautés, ou des vastes communautés, mais qui en tous les cas n'étaient pas visibles. Tout simplement les homos, par exemple, pour commencer. On avait vu les colonies nous ramener aussi des images africaines, un peu étranges. Bon, mais il avait parfaitement conscience que dans le fond, sans la photographie, sa façon d'être, tout au moins, aurait pas pu se manifester publiquement. C'était un peu l'ambition de cette association Laric dont tu as fait partie et qu'il a créée avec Pluchart, l'association de recherche sur l'image du corps des années 80, qui accordait justement à la recherche photographique de l'image presque une vertu, j'allais dire politique, en tout cas direct en tous les cas. Ouais. Rituelle et politique. Ah oui, Pierre. Alors ça, pour continuer le récit, donc il finit par me demander, Michel, de co-signer avec lui certaines pièces. Ce que vous voyez là, c'est à photo de gauche, c'est une prise de vue que j'ai faite de mon propre chef, de ma propre décision, qui est un portrait de Pierre Nitka, disons un compagnon de beuverie d'abord, de drague, bon, un très bon copain, quoi. Et lui, il draguait souvent ça me gêne. Il draguait au Pont-Marie et j'habitais à côté et je faisais une série d'images que j'appelais les nus gênés. Tout simplement parce que quand on est gêné, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire. Et c'est quand même assez étrange d'être gêné par son propre nu, puisque on est ce corps, enfin ce corps, cette chose qu'on va appeler un corps, cette viande sociale. Donc je fais cette prise de vue avec Pierre. Il sort de là content comme tout, parce qu'il avait un problème. Sa gêne, voilà, je me souviens très clairement, c'est qu'il n'aimait pas ses mollets, le pauvre. Il n'aimait pas ses mollets. Ils étaient trop fins, il avait des mollets de coq, et donc il ne se trouvait pas bien de ce côté-là. Donc, lui, tu vas voir, je vais te régler ton problème. Il ressort de là, il me dit, oh, Jean-Luc, j'irai plus jamais chez mon psychanalyste. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, ce que peut la photographie. Je l'ai tout simple. Enfin, dans cette prise de vue, il s'est réconcilié avec ses mollets. Donc c'est bien qu'il y a eu une manière de se construire. Et Pierre meurt. Un de nos premiers copains, on est en 83, je pense, quand il meurt d'un sida. Non, les dates. Oui, c'est plus tardif, 86. C'est 86, bon. Et Michel, dans son projet, de revisiter ces pièces anciennes, etc., veut à ce moment-là faire quelque chose autour de Pierre. Et puisqu'il y a eu un enterrement rituel, les cendres de Pierre ont été rituellement subtilisées à la famille et répandues dans la Seine, au Pont-Marie, justement où il allait draguer. Et Michel découvre cette photo et me dit, est-ce que tu me la donnes? Et je lui dis, oui Michel, bien sûr. Donc cette œuvre, enfin cette pièce, dont le négatif a été voulu, pensé par moi, finit dans l'œuvre de Michel, qui la tire, qui l'exploite, qui la signe et la vend. C'est quand même assez merveilleux. Et qui en réalise, une empreinte de sang, iconique, entre autres, sur fond d'or. Ça fait beaucoup de morts, putain. Ouais. Ah, Humanity. Le billet de sang, avec jeu de mots, je crois qu'il l'écrivait sans ça fait partie, c'est un envoi postal, ça, justement, quand il revisite sa propre œuvre au moment de l'explosion. Là, le sida explose à Paris à ce moment-là. Ouais.
Et là, particulièrement de l'affaire du sang contaminé. Du fameux sang contaminé. Mais il y a d'ailleurs une pièce, j'ai jamais su si elle était sortie uniquement pour des manifs. Tu sais, ces pochettes transparentes dont on se sert pour les hôpitaux, pour justement pour les transfusions. Je sais qu'il en avait marqué un certain nombre. Et qu'il allait dans les manifs avec finalement de quoi arroser. Hein. C'était effectivement un accessoire de manif, mais je pense pas qu'il l'ait utilisé dans le rituel. Non, elle n'est pas ressortie. Mais c'était un accessoire de manif. Il faut bon. Donc voilà. Billet de sang. Ah ben voilà, le rituel d'enterrement de Pierre. Enfin, de dispersion de ses cendres. Mais bon, celle-ci, je veux dire, bon, c'est une photo où on voit la cendre elle-même. Mais ce serait. T'as mis des photos du rituel lui-même? Celle-ci. Non, t'en as mis qu'une. Parce que dans le rituel, il est en procession sur le pont Marie, 2 porte-flambeaux, Michel avance avec un coussin sur lequel une tête de mort dorée est placée, qui dépose sur le parapet au centre du pont, donc de chaque côté ces enfants de chœur, porte-flambeaux, et dit 3 mots ou très peu, donne son nom, dit pas décédé, dit mort, et nomme le sida. Il se retourne et disperse. Ça c'est intéressant parce que ce qu'on voit derrière, ça doit être la 2e ou 3e version des 24 heures de la vie d'une femme ordinaire, qui est manifestement un peu plus grande que celle qui est là-haut, qu'il avait réajustée justement selon les conventions de la photographie dans les années 90. Je pense que ça, c'est une prise de vue qui a été faite pendant Masculin-Féminin, non ? Oui, à Beaubourg. Et donc, il avait été invité, il montre ses panneaux, et puis non content de ça, il en profite pour augmenter la séquence, et il vient visiter son exposition en grande bourgeoise. Ça s'appelle La Bourgeoise au musée, ça s'appelle 24 heures dans la vie d'une femme ordinaire, 20 ans après. C'est ça. Et qui réagrandit, et qui... On est en 1994, soit un an avant sa mort. Et d'où ? Et voilà. Merci. Merci Vincent. Merci à toi, Luc. Merci à vous. Donc en principe, on passe aux questions de la salle, c'est ça ? S'il y en a. On a dû être plus long que 3 minutes par document. Hein. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Tout était parfaitement clair, je ne suis pas sûr. Hein. On ne doit pas pouvoir consommer ça. Une œuvre en 90 minutes, c'est pas évident. Hein. Non, c'est immangeable, hein. C'est indigeste. Donc, je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas plus de questions que ça. Je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent. Putain, j'y vois rien d'ici en plus. C'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose d'ici. Puis j'imagine l'état de sidération, peut-être, je ne sais pas. Pas propice à interroger. Non, écoutez, je vous souhaite de confronter tout ça avec vos propres activités, corporelles ou non, parce qu'une bonne œuvre, en fait, c'est pas une œuvre qui se dit en 2 minutes, comme tu dis, ni en 90. En fait, une bonne œuvre, c'est une œuvre dont vous avez besoin à un moment donné. C'est-à-dire, je souhaite que dans une semaine, 15 jours, un mois, un an, que vous soyez dans une situation de pensée qui dans le fond, fera ressortir Michel comme une nécessité de la pensée.